situé à Lyon et qui est montré ici. Alors pour les plus jeunes, un laboratoire, c'est un endroit où travaillent de nombreux chercheurs sur des différentes thématiques. Nous, c'est le vieillissement qui nous intéresse, et donc ce laboratoire est situé à Lyon, à l'Université de Lyon, et s'appelle l'Institut Mélis ou Institut Neuromyogène. Alors je vous expliquerai pour les plus jeunes un petit peu plus en détail comment ça se passe dans un laboratoire au jour le jour, un peu plus tard dans la conférence. Mais avant tout, ce qui est important de savoir, c'est que le métier de chercheur, c'est avant tout se poser des questions. D'accord ? Donc aujourd'hui, on va un petit peu jouer aux chercheurs et on va se poser des questions, on va y répondre ensemble. Je vais vous aider un petit peu, vous amener des éléments de réponse parce que j'espère que j'en sais un petit peu plus que vous, on va voir. Et donc, on va démarrer directement avec cette photo. Donc le chercheur est quelqu'un qui se pose des questions mais qui observe beaucoup. Et là, si vous observez ces deux personnes, est-ce que vous pensez qu'elles ont le même âge ? Alors, il ne faut pas hésiter à répondre, tout le monde peut répondre en même temps, il n'y a pas de problème. Les enfants ? Est-ce que vous pensez qu'elles ont... Non. Est-ce que vous pensez que cette personne est plus âgée ici ? Est-ce que vous voyez ma flèche ? Oui ? Est-ce que vous pensez que cette personne est plus âgée que celle-ci ? Oui. Et comment vous reconnaissez que cette personne est plus âgée ? Alors, j'entends pas bien, mais elle n'a pas le même aspect. D'accord ? Elle a des rides, elle n'a pas tout à fait le même aspect que la personne qui est de l'autre côté. Et est-ce que vous pensez, cette personne qui a l'air plus âgée, est-ce qu'elle a été jeune avant d'être plus âgée ? Est-ce que vous pensez qu'elle a été un jour aussi jeune que la personne qui est à côté ? Les enfants ? Oui. Alors, les chercheurs, ils cherchent toujours des preuves. On observe et on veut une preuve. Alors, j'ai une petite preuve qui vaut ce qu'elle vaut. Donc, j'ai fait sauter finalement. Pardon. On en a discuté, je l'ai fait sauter. C'est pas grave. La question qui vient ensuite est la suivante. Est-ce que vous pensez que tous les animaux, comme les humains, vieillissent, grandissent et vieillissent ? Oui, tout à fait. Et donc, on en a des exemples autour de nous. Les chatons qui deviennent des chats, qui grandissent et deviennent des chats. Les chiots qui deviennent des chiens. Et vous qui allez un jour grandir et vieillir. Alors, ça paraît évident comme ça, mais on peut se poser la question, encore une fois, pourquoi est-ce qu'on grandit ? Pourquoi on se transforme ? Pourquoi est-ce qu'on vieillit ? Alors, pour beaucoup d'aspects de la croissance et du vieillissement, beaucoup d'aspects restent encore obscurs, on ne comprend pas tout, mais grâce aux recherches, on a pu comprendre un certain nombre d'éléments dont on va discuter aujourd'hui. Grâce aux recherches en laboratoire, parce qu'un chercheur, c'est un petit peu comme un détective qui a sa question et qui va chercher en fait des indices pour répondre à cette question. Et pour cela, on peut observer les animaux, ce qui se passe dans la nature, et on peut aussi réaliser des expériences en laboratoire. Vous voyez ici une photo de mon laboratoire à Lyon, où on voit tout un tas d'instruments qui permettent de faire plein de mesures. Et d'ailleurs, je vous ai amené ici, pour les enfants, si ça vous intéresse, quelques outils qu'on utilise au jour le jour en laboratoire. Je pourrai vous montrer ensuite comment on s'en sert. Et donc, on étudie le vieillissement en laboratoire. Pour étudier le vieillissement, on étudie le vieillissement sur des petits animaux en laboratoire, certains que vous connaissez sûrement. Ici, c'est une souris. Ici, vous reconnaissez un poisson. Et là, est-ce que vous reconnaissez aussi une mouche ? Tout à fait, grossie. Et je vais vous présenter d'autres animaux qui sont un petit peu plus... qu'on ne voit pas tous les jours et qu'on étudie beaucoup dans le vieillissement, dans l'étude du vieillissement, qui est... Pardon ? Waouh, il y en a qui sont vachement éclairés. Hein. Un rat Tomu, oui, tout à fait. Et il est étudié parce qu'il a une durée de vie assez extraordinaire. En fait, il vit 30 ans, alors qu'un rat, habituellement, ça vit que 4 ans. Mais le rat Tomu, lui, a une durée de vie extraordinaire. Donc, on essaye de comprendre dans le laboratoire quels sont les mécanismes qui font qu'il vit aussi longtemps. Alors, est-ce que tu connais... Oui, bravo. Donc, le tardigrade ou ourson d'eau, qui est aussi étudié parce qu'il a une très bonne résistance. Il est quasi immortel. Il résiste à des stress très, très, très forts. Il peut survivre dans le désert pendant des mois sans eau. Et si on met un petit peu d'eau, il revient à la vie. Il s'anime à nouveau. Il peut survivre aussi des mois, des années dans la glace, à des températures très basses. Mais mon petit favori, sur lequel nous travaillons, nous, au laboratoire à Lyon, c'est un petit ver, un petit nématode qui fait 1 mm de long,
qu'on appelle C. elegans et dont on va encore reparler. Alors, vous n'allez peut-être pas me croire, mais même si on n'est pas des vers, même si on n'est pas des tardigrades et qu'on n'est pas des ratons nus, nous partageons beaucoup de choses en commun avec ces espèces. Et ce qu'on apprend, ce qu'on arrive à identifier, les mécanismes qu'on identifie au laboratoire sur les mécanismes du vieillissement de ces différentes espèces, il y a beaucoup de choses qui se passent de la même façon chez l'homme et qu'on a pu démontrer chez l'homme. Alors, on va commencer par notre corps. On va rentrer dans le vif du sujet. Notre corps, question pour les enfants aussi, c'est une machine extraordinaire, c'est un outil qui nous permet de faire tout un tas de choses, par exemple se déplacer, courir, se nourrir. Il permet aussi d'écrire, de réfléchir, de jouer de la musique, par exemple. Donc, la question se pose de savoir comment on arrive à faire tout ça. On peut même faire plusieurs choses en même temps. Alors, ça paraît évident, parce qu'on le fait tous les jours, mais comment ça marche ? En fait, notre corps, qui est représenté ici, n'est pas une coquille vide. En fait, notre corps, il est fait de cellules. D'accord ? Et en fait, on a à l'intérieur du corps des milliards de cellules. Et ces cellules, on ne les voit pas. Pourquoi ? Parce qu'elles sont toutes petites. Et seuls les chercheurs peuvent les voir. Grâce à un outil qu'on appelle le microscope, qui est représenté ici. Donc le microscope, c'est comme une très grosse loupe, en fait. Dans un microscope, si on prend une petite fourmi qui est comme ça, on va la voir comme ça. D'accord ? Donc c'est quelque chose qui grossit énormément. Et donc si je prends un fragment de peau et que je le mets sous le microscope, voilà ce qu'on va voir. On va voir plein de petits ronds. D'accord ? Et donc une cellule, si on veut la dessiner simplement, on va faire un rond. Mais il ne faudra pas oublier un autre rond à l'intérieur. Et vous allez voir, on va en reparler ensuite, qui est le noyau. D'accord ? Donc une cellule, on peut la dessiner ronde. Vous allez voir qu'il y en a de différentes formes, en fait, avec un noyau. Et ça, c'est très important, parce que le noyau contient un code secret, dont on va reparler ensuite. Alors les cellules dans le corps, il y en a de différentes formes, parce qu'elles vont assurer différentes fonctions dans l'organisme. Elles vont avoir différentes tâches à effectuer. Alors je vous en ai donné quelques exemples ici. Alors par exemple, dans le cerveau, donc au niveau de la tête, on trouve ces cellules un petit peu en étoile de mer qui sont connectées les unes aux autres, qui sont les neurones, donc qui sont dans le cerveau, qui nous sert à penser notamment. Alors on a des cellules qui sont très différentes encore ici, qui sont les cellules montrées ici en stries, qui sont des cellules musculaires. Donc les muscles, vous savez ce que c'est ce qui nous permet de bouger, de nous déplacer et de gonfler les muscles en faisant de l'exercice physique. Ensuite, un autre type cellulaire, ici au niveau de l'intestin, qui permet d'absorber la nourriture. Ce sont les cellules intestinales, et vous voyez, on dit qu'elles ont des bordures en brosse, elles ont des petits cils comme ça qui permettent d'absorber les nutriments, la nourriture au niveau de l'intestin. Et on finit par mes préférés. Donc vous savez, les enfants, qu'on a tous des veines, d'accord, dans lesquelles circule du sang. Alors, est-ce que vous savez de quelle couleur est le sang ? Rouge. Il est rouge parce que dedans, il y a des cellules qui sont les globules rouges, qui sont vraiment magnifiques sur cette photo de microscopie électronique. Donc, on a tout un tas de globules rouges qui font la couleur de notre sang. Et puis, on a au milieu une petite boule, on dirait une petite boule coco, là, qui est en fait un globule blanc, qui permet de nous défendre contre les agressions, les microbes, etc. Alors, on a des milliards de cellules dans le corps qui sont différentes, mais d'où viennent toutes ces cellules ? Ces cellules, elles viennent à l'origine d'une seule cellule, d'accord ? Dans le ventre de la maman. Et cette cellule, elle a la capacité de donner de nouvelles cellules. C'est ce qu'on appelle la multiplication ou la division cellulaire. Donc, à partir d'une cellule, on va avoir 2 cellules. Ces 2 cellules vont donner de nouvelles cellules, qui vont donner de nouvelles cellules. Et petit à petit, on a de nouvelles cellules qui vont petit à petit se différencier et on va arriver à la collection de cellules que je vous ai déjà présentée. Et c'est ce qui se passe
lorsqu'on passe du stade œuf, embryon unicellulaire, jusqu'au bébé à naître, en fait. C'est la multiplication cellulaire et la croissance cellulaire qui permet de passer de la cellule œuf au bébé à naître. Et donc j'ai une autre question ici, donc au bébé qui va avoir 2 bras, 2 jambes. Est-ce que vous avez déjà vu des bébés, par exemple, avec 3 bras, 4 jambes ou 2 têtes? Ça vous est déjà arrivé? Oui? Non. Je croyais avoir entendu oui. Je dis, oups, problème. Donc non. Est-ce que vous avez déjà vu des bébés ou des hommes qui avaient des ailes? Non, il n'y a que les oiseaux qui ont des ailes, d'accord? Et est-ce que vous avez vu déjà des personnes avec des nageoires? Non, parce que c'est uniquement les poissons qui ont des nageoires. Donc les oiseaux naissent avec des ailes, les poissons naissent avec des nageoires, mais comment les cellules savent-elles qu'elles doivent donner, en se multipliant, en grossissant, comment savent-elles qu'elles doivent donner des ailes ou des nageoires? Eh bien là, je vais vous délivrer un secret que vous allez pouvoir raconter à vos parents ce soir. Dans les cellules, donc je vous l'ai dit, il y a un noyau. Et dans ce noyau, il y a un code secret que seuls les chercheurs peuvent déchiffrer. Grâce à des techniques un petit peu sophistiquées qu'on appelle séquençage, peu importe, on peut arriver à décoder, on peut arriver à lire le code ADN, en fait, qui est fait de différentes lettres. Et c'est lui qui va permettre de dire à la cellule qu'il faut qu'elle donne une cellule d'aile, une cellule de nageoire. Et quand je suis au laboratoire, si on m'apporte une cellule dont je ne connais pas l'origine, je ne sais pas si elle vient d'un poisson, d'un oiseau ou d'un humain, si je regarde son code ADN, je vais pouvoir dire c'est une cellule de poisson, c'est une cellule d'oiseau ou c'est une cellule d'humain. D'accord? De quelle espèce elle vient. Donc ici, nous, entre nous, on a un code ADN assez similaire finalement parce qu'on est tous humains. D'accord? On a un code qui nous permet de dire qu'on va avoir 2 bras, 2 jambes, une tête, etc. Mais chacun a un code unique. Parce que même si on est très semblables, nous sommes tous différents et uniques. D'accord? Et à titre d'exemple, simplement, pardon, je suis revenue en arrière, vous savez déjà qu'on peut avoir différentes couleurs de cheveux, différentes couleurs d'yeux, et ça aussi, ça fait que notre code ADN est unique, d'accord? Parce qu'on se ressemble beaucoup, mais on est quand même un petit peu différents. Donc, ce n'est pas tout à fait vrai qu'on a tous un code ADN unique. Certaines personnes ont exactement le même code ADN. Est-ce que vous avez une idée de quelle personne je veux parler? Oui. Donc les jumeaux, effectivement, partagent exactement le même code ADN. C'est pourquoi ils sont d'aspect complètement identiques. Ok, donc une fois qu'on est né, qu'on a nos 2 bras, nos 2 jambes, alors ensuite, est-ce qu'on reste à l'état de bébé? Non, on va grandir. Donc on commence à grandir. Ok, donc on grandit parce que les cellules continuent à se multiplier, à grossir. Et en fait, nos os, donc vous savez qu'on est fait de cellules, mais aussi on a des os qui nous permettent de nous tenir droit, sinon on serait complètement tout mou. D'accord? Et donc parce que les os s'allongent, parce que donc là j'ai représenté le squelette, on ne voit pas les cellules autour, mais à l'intérieur, voilà comment on est, c'est notre squelette. Notre squelette grandit, nos os s'allongent, et on continue de grandir. Et ensuite, notre corps va changer. Les filles vont développer de la poitrine, les garçons vont avoir un peu plus de poils. Et à votre avis, est-ce qu'on grandit longtemps? Non? Alors comment tu sais qu'on ne grandit pas à l'infini? On serait géant, oui. Mais vous allez voir que ça peut arriver parfois. Donc effectivement, si vous regardez vos parents, si vous regardez vos grands-parents, ce ne sont pas des géants, d'accord? Il y a un moment où on s'arrête. En fait, un moment où on atteint le stade adulte et où on peut faire à nouveau, à notre tour, des bébés, on arrête de grandir. Alors, comment on arrête de grandir? En fait, simplement, certaines cellules vont envoyer un signal aux autres cellules. Alors, je vous dis le petit nom parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui savent plein de choses ici aujourd'hui. Donc, ce sont des hormones.
d'accord, qui vont circuler dans le sang et qui vont aller stopper la croissance osseuse. Et c'est comme ça qu'on arrête de grandir, en fait. D'accord ? Mais il arrive que parfois, ce message, il ne fonctionne pas très bien. Et effectivement, on peut avoir du gigantisme. Et ça existe dans la réalité, ce n'est pas un montage. Alors, je vous rassure, on n'en voit plus trop aujourd'hui parce que les recherches ont permis de comprendre comment ça marche, comment marche ce message, comment on peut le rétablir. Et donc, on peut soigner les personnes qui pourraient éventuellement souffrir de gigantisme parce que ce n'est pas toujours rigolo tous les jours de vivre quand on est géant, de s'adapter à l'environnement. Ok. Alors, donc, l'homme, à un moment donné, l'humain arrête de grandir, mais donc du coup, après avoir observé ça, les chercheurs se sont dit, est-ce que c'est pareil pour toutes les espèces ? Si on va dans la nature et qu'on regarde les différentes espèces, est-ce qu'elles aussi, elles s'arrêtent de grandir au bout d'un moment ? Eh bien, il existe des espèces qui ne s'arrêtent pas de grandir. Alors, elles ne deviennent pas géantes, comme on l'a vu là, mais elles grandissent toujours un tout petit peu, et jusqu'à la fin de leur vie, finalement. Et donc là, je vous ai donné quelques exemples de ces espèces, et je suis sûre que vous en reconnaissez certaines. Par exemple, celui-ci, l'escargot, ou alors encore ici, la grenouille, tout à fait, ou alors encore les plantes, en fait, qui n'arrêtent pas de grandir. Alors, même si, comme je le disais encore tout à l'heure, même s'ils n'arrêtent pas de grandir, ils ne deviennent pas géants, on n'a jamais vu un escargot comme ça. D'accord ? Et à votre avis, qu'est-ce qui décide finalement de la taille d'une espèce ? Vous avez une petite idée ? C'est toujours un peu la même réponse. Alors, je ne vous entends pas, il faut parler un peu plus fort. Je n'entends pas. La question, c'est à votre avis, donc, chaque espèce a une taille plus ou moins déterminée, d'accord ? Une taille maximale, là, on va dire. Un escargot, on ne va jamais voir d'escargot comme ça, d'accord ? Et donc, qu'est-ce qui détermine la taille d'une espèce, à votre avis ? C'est le code ADN, encore une fois, qui peut être modulé aussi par l'environnement, mais avant tout le code ADN. Alors, une fois qu'on a atteint la taille adulte, est-ce que les cellules, à votre avis, arrêtent de se multiplier ? Puisque je vous ai expliqué, les cellules se multiplient pour qu'on puisse grandir, se développer, et une fois qu'on a atteint le stade adulte, est-ce que les cellules arrêtent de se multiplier, à votre avis ? Non, elles n'arrêtent pas de se multiplier. Pourquoi ? Parce que tous les jours, il y a des cellules qui meurent dans l'organisme et qu'il faut remplacer. D'accord ? Alors, si je reviens sur les cellules que je vous ai présentées, par exemple, elles ont des durées de vie différentes, chaque cellule. Par exemple, certains globules blancs vont ne vivre qu'1 heure. D'accord ? Il faudra le remplacer. Les cellules intestinales, elles, en moyenne, vivent à peu près 5 jours. Par contre, les neurones dans la tête, on les garde toute notre vie. Ils ne sont jamais remplacés. D'accord ? Et donc, en dehors de ces cellules aussi qui meurent régulièrement et qu'il faut remplacer, nos cellules sont là aussi pour réparer notre corps. Je suis sûre que vous êtes tous tombés au moins une fois dans la cour et que vous êtes blessés, au moins une fois dans votre vie au genou, par exemple. Est-ce que votre blessure a persisté ? Est-ce que vous avez encore votre blessure aujourd'hui ? Non ? Donc, elle s'est réparée, elle a cicatrisé, elle s'est réparée. Donc, il y a des cellules qui se sont mises en action pour réparer la blessure. D'accord ? Et c'est la même chose pour les os, au niveau des os. Est-ce que quelqu'un s'est déjà fait une fracture ici ? Oui. Pardon ? Oui, j'entends pas, mais tu t'es fait une fracture. J'entends. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'on fait ? On immobilise en fait en général le membre, l'os qui a subi une fracture, pour qu'ensuite les cellules puissent petit à petit joindre les deux bouts cassés et reconstruire de l'os. D'accord ? Donc nos cellules, même si on est adulte et qu'on ne grandit plus, nos cellules sont toujours en action, toujours en train de travailler, prêtes à réparer, et ce qui nous permet de rester en meilleure santé possible. Donc, et pendant que ces cellules s'activent, etc., notre corps va continuer à changer, c'est ce qui est représenté là, après qu'on soit adulte. Progressivement, on va vieillir. En fait, progressivement,
les cellules, la capacité des cellules à se remplacer va diminuer. Petit à petit, elles vont moins être capables de proliférer. Petit à petit, elles vont moins proliférer. Et on va progressivement vieillir jusqu'à ce que notre vie, finalement, s'arrête quand on devient très, 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 très vieux. D'ailleurs, à votre avis, combien d'années peut vivre un être humain? Quelle est la durée de vie maximum? Quel est le record de longévité? Oui. Oh là là, mais vous savez tout. Donc effectivement, le record de longévité est celui de Jeanne Calment, hein, une Française. Donc on voit une photo d'elle jeune ici, et ici une photo de Jeanne Calment lorsqu'elle a fêté ses 121 ans. Et donc personne à ce jour n'a vécu aussi longtemps que Jeanne Calment, donc qui a vécu 122 ans en fait exactement, et quelques mois. Donc personne n'a vécu plus longtemps qu'elle. Par contre, on connaît des espèces dans la nature qui vivent beaucoup plus longtemps. Par exemple, qui vivent beaucoup plus longtemps que l'homme, par exemple la baleine, qui peut vivre plus de 200 ans, ce qui est énorme. Hein. Pour comparaison, comme je vous disais au début, la souris, elle, ne vit que 4 années. Et l'éléphant, par exemple, vit aussi moins longtemps que l'homme, il vit 60 ans. Et on connaît même des espèces qu'on pense être immortelles, en fait, comme par exemple l'hydre. C'est un petit animal aquatique. Certains en ont déjà entendu parler. Non. En fait, c'est comme un sac de cellules qui se multiplie tout le temps, qui n'arrête jamais de se multiplier. Et donc, c'est pourquoi on considère qu'elle est, en fait, immortelle. D'accord ? Et donc, il y a beaucoup de recherches qui sont faites, notamment sur l'hydre, pour essayer de comprendre pourquoi ces cellules prolifèrent et se multiplient sans arrêt. Alors, qu'est-ce qui se passe d'ailleurs? Donc, quand on vieillit, finalement, comme je le disais, les cellules se multiplient moins, donc on répare moins bien, le corps fonctionne un petit peu moins bien, on change un petit peu d'apparence. Pardon? On devient plus petit? Peut-être, on se tasse un petit peu, parce que les vertèbres se tassent, effectivement. Qu'est-ce que vous voyez encore comme caractéristique quand on vieillit? Pardon? Les rides, oui, tout à fait. Pardon? Les veines, elles ressortent plus aussi, oui, je sens en ton sens d'observation, oui, effectivement. Et donc, oui, tout à fait, les cheveux qui blanchissent aussi. Et donc, en fait, si on prend l'exemple d'une mamie qui fête ses 100 ans, je reviens à la première diapositive que je vous ai montrée sur le corps et les capacités du corps. En fait, les mamies, en général, elles ont plutôt du mal à courir, hein, comme on le voit là, comme on le disait au début, ou même danser et faire des acrobaties, ça devient compliqué. Parfois, on a même des difficultés à simplement se déplacer. En même temps, on entend moins bien. Cette mamie de 100 ans aussi probablement voit moins bien. Et puis, avec l'avancée en âge, malheureusement, on est plus souvent malade et on séjourne plus souvent éventuellement à l'hôpital. Alors, on sait déjà intervenir pour améliorer l'état de santé avec l'avancée en âge. Par exemple, on peut s'équiper de petits appareils qui nous permettent de mieux entendre. On peut opérer de la cataracte, de maladie de l'âge de l'œil. Et on peut aussi être opéré éventuellement, avoir des prothèses aux genoux, de la hanche, etc. Donc on peut améliorer l'état de santé. Mais on a quand même beaucoup de progrès à faire pour vraiment permettre à tout le monde de vieillir en bonne santé. Et c'est pourquoi les recherches continuent, pour essayer de comprendre pourquoi certaines maladies se déclarent plus spécifiquement quand on vieillit, pourquoi, comment. Et donc, on continue notre recherche au laboratoire pour mieux comprendre ces mécanismes, en espérant pouvoir un jour transposer les résultats à l'homme. Et ici, je voudrais vous montrer un exemple pour revenir sur le petit ver que nous avons dans notre laboratoire. Nous avons aujourd'hui des vers qu'on a manipulés et qui permettent de vivre plus longtemps en meilleure santé. Je vous ai amené un petit film pour illustrer ces vers. Alors au début, vous allez voir des vers qui sont jeunes, qui se déplacent sur leur boîte.
Oui, ce que je ne vous ai pas montré, je m'interromps juste, je me suis interrompue. Je vous ai amené aussi, pour ceux que ça intéresse, des petits verres. On les cultive sur des petites boîtes comme ça. Donc il faut 1 millimètre de long. Donc si vous regardez par transparence dans la lumière, vous allez voir des petits verres bouger. Donc c'est ça en fait. Donc c'est ce verre-là, donc un âge jeune. Pardon, petit souci. Hop. Qui se déplace, il fait un petit peu comme un slalomeur sur la neige. Là, sur le fond sont des bactéries dont il se nourrit. Et donc, quand il est jeune, il est bien vigoureux, il se déplace, il peut aller d'avant en arrière. Et ensuite, on va voir des vers très âgés. Et donc, je pense que je n'ai pas besoin de commenter. Là, vous allez voir que c'est un petit peu comme nous. Ils ont de plus en plus de mal à se déplacer. Celui-ci ne bouge plus que la tête. On voit, alors même si la qualité de la vidéo n'est pas terrible, hein, je m'en excuse, mais on voit que leur aspect a changé. Hein, ils sont moins lisses. Alors, ils n'ont pas des rides à proprement parler, mais ils changent vraiment d'aspect. Vous voyez 2 autres, là, très vieux. Et exactement au même âge, il faut me croire, exactement au même âge, je vous montre d'autres vers qui ont été manipulés. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'ils sont en meilleure forme ou ils sont en bien meilleure forme que ceux que je vous ai montrés tout à l'heure? Et donc, si on transposait à l'homme, en fait, ça correspondrait en fait à avoir des personnes âgées qui font du hip-hop, qui sont très souples. Ça correspondrait un petit peu à rester en très bonne forme à un âge avancé. Alors, je veux préciser quand même ici, surtout pour les enfants, hein, quand on va sur Internet, on trouve un peu de tout. Il faut se méfier et bien regarder les sources des informations qu'on trouve sur Internet, parce qu'ici, évidemment, ce sont des montages. Hein, ça n'existe pas, des personnes... Enfin, ça existe peut-être, mais ça doit être très rare quand même, qui arrivent à danser le hip-hop à peut-être 90 ans, je ne sais pas. Mais donc, on a encore beaucoup de choses à comprendre avant d'arriver à une santé vraiment optimale à un âge avancé. C'est pourquoi nous continuons nos recherches. Mais ces recherches, elles nous ont amené quand même à identifier des facteurs qui permettent au moins de ne pas accélérer le vieillissement. Deux choses essentielles qu'on va voir ensemble ici. Et donc, je vais vous demander votre avis. À votre avis, il vaut mieux pratiquer un sport régulièrement pour rester en bonne santé à un âge avancé, ou rester devant la télé ou sur son smartphone allongé sur le canapé? Pardon? Rester devant la télé. Non. Donc évidemment, ce qui a été montré, hein, même, c'est que l'activité physique permet de rester en bonne santé avec l'avancée en âge, à tout âge d'ailleurs, mais ça a été montré en laboratoire, hein, de façon bien cadrée. Si on prend des souris et qu'on leur fait faire de l'exercice hein, sur des petits trous, etc., elles vivent beaucoup plus longtemps que des souris qui ne font pas l'exercice, qui restent tranquilles et qui ne bougent pas. Et de la même façon, est-ce que vous pensez que vous allez vieillir en bonne santé si vous mangez très souvent des frites, du coca, des hamburgers, des sucreries, ou si vous mangez varié, des fruits et légumes variés tous les jours? Oui, tout à fait. Donc il y a tout compris. Effectivement. Et ça, c'est pareil. Hein, c'est pas, je sais que c'est passé dans la culture commune, hein, ces messages-là, mais il faut bien voir qu'au départ, c'est parti vraiment de données aussi en laboratoire. Hein. On a nourri des souris avec différents régimes et on s'est aperçu que les régimes riches en sucre et en gras étaient délétères pour leur durée de vie. Et ensuite, on a pu montrer que chez l'homme, c'était pareil par des études épidémiologiques. Donc, je pense que je vous ai tout dit, je suis restée dans les temps. Je voulais juste conclure. Pour les enfants, si vous avez la chance d'avoir vos grands-parents ou des personnes âgées autour de vous, demandez-leur comment c'était quand ils étaient jeunes, comment ils ont grandi, comment ils ont vieilli, et je suis sûre que vous apprendrez au moins autant de choses qu'aujourd'hui. Et je m'arrête là. Merci pour votre attention. Donc si vous avez des questions, merci. Merci beaucoup.